Mercato m'a fait penser à un de mes films préférés de ces dernières années, qui est Uncut James. Ok, je fais le tour de la chaise parce que je suis content, d'accord? Quand je suis content, je fais un truc ça comme. Salut Jamel, on a plein de questions à te poser, certaines sont plus légères et d'autres un peu plus sérieuses. Est-ce que t'es prêt, on y va? Ah mais là je suis content là. Merci beaucoup Jamel d'être là. Moi pour commencer j'avais une question par rapport à ton nouveau film Mercato, qui est donc une espèce de thriller, de fuite en avant, un truc un peu tendu. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup sur toi et ta carrière par rapport à ce film-là, c'est que les gens ne savent peut-être pas, mais tu as commencé assez tôt à produire tes films. En tout cas à produire des films, parfois tu jouais dedans, peut-être non. Mais il y a un truc comme ça qui est intéressant. Mercato, tu le produis pas, mais tu es venu avec l'histoire. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça t'arrive souvent de dire j'ai envie de raconter cette histoire, mais je sais pas comment faire? Je trouve ça fou de cette démarche-là. Oui, bien sûr. Mercato, c'est presque une idée tiroir. Ce qu'on appelle une idée tiroir, c'est un truc c'est un fantasme que tu as, que tu mets dans un tiroir. Tu te dis, on a tous envie de faire un film sur le foot, on a tous des envies plus ou moins atteignables. Et là, le foot, c'est vrai que c'est très difficile à filmer, c'est très compliqué. Personne ne fera mieux que TF1 sur le foot. Et il a fallu que je rencontre Alain Goldman, le producteur de Casino, de La Môme, qui m'a dit mais viens, faisons-le, mais ça m'excite. Et puis je pense que je peux te présenter des gens compétents pour le faire. Alors il y a eu les scénaristes tout de suite, Olivier Demangel, Thomas Finkielkraut, et très vite Tristan Seguela. Ça s'est fait au gré des rencontres, quasiment, ce projet. Tu vois, au départ, on n'a pas très envie d'y aller sur le foot. C'est assez repoussoir pour les auteurs et pour les réalisateurs, bizarrement. C'est vraiment une envie forte de la part de deux personnes qui vont aller chercher deux autres personnes, qui eux vont aller chercher 10 autres personnes, tu vois. Et le fait de produire, de venir avec des histoires comme ça, est-ce que c'est aussi une manière pour toi, pas d'être plus en contrôle, mais de s'assurer vraiment de ce qu'on peut raconter? Ouais, tout à fait. Pour moi, produire, c'est vraiment s'assurer que l'idée soit au plus proche de ce que tu as dans la tronche. Et aller chercher les gens susceptibles de t'aider pour que ça ressemble le plus à ce que tu as dans le cœur et dans la tête. C'est ça, produire. C'est être un super RH. Non mais c'est vrai, hein. Aller voir les meilleures ressources humaines possibles, imaginables, pour que l'idée voit le jour, tu vois. Ouais, et en même temps, quand tu aides un peu financièrement Spike Lee pour She Hate Me, quand tu vas aider sur la production d'Hors la Loi, ou même prochainement, il y a un film qui sort qui s'appelle Zion. Si Zion, ouais. Ça, c'est une autre démarche. Bah, en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière, et moi je trouve ça assez louable, de permettre à certains artistes de pouvoir prendre la parole sur des sujets qu'on ne voit pas souvent? Tout à fait. C'est ça le moteur premier. Que ça soit Puisque nous sommes nés, le docu que j'ai pu faire au Brésil, que ça soit... alors évidemment, Hors la Loi indigène, c'est encore une autre démarche. C'est plutôt... C'était pour raconter à la France qu'on faisait partie de l'histoire commune, tu vois, c'était important dans le devoir de mémoire. Et puis Zion, c'est parce que j'étais extrêmement sensible à la jeunesse qui souffre dans les dom-toms et que j'ai rencontré Nelson Foy qui m'a terriblement touché avec son court-métrage. Je l'ai regardé sur un téléphone. Ça m'a tellement percuté que je me suis dit, je te suis où que t'ailles. Et si tu as envie de raconter ça, ça sera compliqué, mais je te jure, on le fera ensemble. Quand je fais ça, c'est plus par conscience politique parfois, ou par juste envie d'aider un autre artiste auquel je crois. Tu sens un peu une forme de responsabilité aussi, quoi. Bah, quand tu as envie de mettre un sujet ou un propos ou un artiste en lumière, ouais, c'est une sorte de responsabilité. On l'a fait avec moi, et de la plus belle des manières, quand Jean-François Bizot s'intéresse à moi. Ouais. À Radio Nova, d'un coup, ça met un peu de lumière, et puis c'est grâce à ça que Canal+ s'est intéressé à moi, et c'est grâce à ça aujourd'hui que je réponds à tes questions, et que moi, à mon tour, j'ai pu traîner dans mon sillon plein de gens, tu vois. On vient de la rue, on vient des associations, on vient de la solidarité, on vient de la famille nombreuse. On fait ce qu'on a toujours fait avec nous, c'est-à-dire essayer de mettre en lumière les choses les plus importantes pour notre espace commun, tu vois. Tu disais que le court-métrage de Nelson Foy, tu l'avais vu sur ton iPhone. Moi, j'avais une question sur ça, justement. Est-ce que, toi, tu pourrais regarder un grand film, disons, si je prends certains de tes films préférés que tu nous avais cités dans le vidéoclub, Avatar ou Scarface, sur un iPhone? Est-ce que tu pourrais les découvrir? Est-ce qu'on peut découvrir des grands films sur des tout petits écrans? Ah, c'est dommage. Tu trouves? Vraiment dommage. On peut grignoter des petits trucs. Tu vois, moi, j'aime bien scroller, j'adore ça. Et puis, tu sais, au bout d'un moment, quand j'ai mal au doigt, je fais putain, ça suffit, tu vois. Mais je peux me laisser aller sans problème à regarder des petits formats sur un petit écran parce que ça se consomme comme ça. Mais quand on a eu affaire à des grands films, quand l'accessoiriste s'est pris la tête pour mettre la feuille au bon endroit pour que
cette scène prenne corps, alors que cette feuille, elle a aucune importance. Mais pourtant, ce détail-là, ce souci du détail, il est important d'abord à respecter. Et au-delà de ça, un grand écran, c'est fait pour ça. C'est fait pour les grands films à spectacle, c'est fait pour le cinéma, et le cinéma doit être vu sur un grand écran, pour moi. On y perd beaucoup à regarder ça sur un petit écran, c'est évident. Ouais, mais tu vois, Mercato m'a fait penser à un de mes films préférés de ces dernières années, qui est Uncut Gems. Ok, je fais le tour de la chaise parce que je suis content, d'accord? Quand je suis content, je fais un truc ça comme. Uncut Gems, qui est un film exceptionnel des frères Safdie, qui est sorti directement sur Netflix et qu'on n'a pas pu voir sur grand écran. Oui, c'est vrai. Et alors, tu vois, moi j'ai pu le découvrir sur ma télé et en fait... Alors, télé, la télévision, j'accepte. Ok. J'accepte la télé. Il y a quand même relativement de l'espace. Enfin, je suis un enfant de la télévision. J'ai vu la quasi-totalité des films sur la télévision. Ça me va. Je te parlais sur le téléphone. Ouais. Le téléphone, c'est carrément du gâchis. Il y a moyen et il y a grand écran. Oui, voilà. Mais Uncut Gems, je l'ai regardé sur la télé. Ouais. Et évidemment, j'ai trouvé ça formidable, à tel point que j'avais envie de faire un truc qui ressemble à ça. Ouais. Et Mercato, ça ressemble un peu à ça. Alors, ce qui a été formidable, c'est que Olivier, Tristan, toute l'équipe créatrice, on était tous raccords sur cette référence. On l'a trouvé super. Et puis, Adam Sandler. Tu vois, ça reste un comique qui fait un film dramatique, donc tout était là, quoi, tu vois. Exactement. Et on s'est dit, ouais, nous aussi, on peut faire un truc comme ça. Et c'est vrai que ça soit lui, Soderbergh, que ça soit Scorsese même. Alan Goldman, c'est le producteur de Casino. C'est la classe à côté. Ouais, c'est quand même incroyable, tu vois. Donc on a été teinté, on était entouré de ça. On avait envie d'une couleur, d'un rythme et d'un propos différent. Juste pour clore sur ce chapitre-là. Parce que vous comprenez ce que je dis, les stagiaires? Il y a des stagiaires là. Il y a des stagiaires ouais, ceux-là, ils me regardent avec les yeux ahuris. Tu comprends quand je m'exprime? Faut qu'ils prennent des notes des films à regarder s'ils n'ont pas encore vu Casino ou Uncut Gems. Mais alors juste pour conclure cet arc-là, tu disais que toi, tu as découvert beaucoup des grands films sur télé. Est-ce qu'il y a un film que tu regrettes de ne pas l'avoir découvert en salle? King Kong. J'adore King Kong. Toi, tu parles de quel King Kong? Celui des années 30 ou celui de Peter Jackson? Celui de Peter Jackson. Ok. Celui de Peter Jackson. C'est quand même King Kong, ça se regarde au cinoche. J'ai regretté de l'avoir regardé. Le côté grand spectacle. Exactement. Okay. Non, mais je peux t'en citer beaucoup, je peux t'en citer plein, évidemment. Tu sais, j'avais pas l'occasion d'aller au cinéma, enfin, jusqu'à ce que je gagne bien ma vie, tu vois. Les films, on les regardait à la télévision, et heureusement qu'il y avait la télévision. Après, je rate pas grand-chose au cinoche qui me plaît, en vrai. Ce qui est super aujourd'hui, c'est qu'on est averti, tu sais, longtemps avant. Il y a ça qui arrive, préparez-vous, il y a ça qui arrive. Et on se dit, putain, bon, il y a ça au cinoche, on y va. T'as vu ça? Ouais. On peut pas rater un film, que ce soit Anatomie d'une chute, Parasite ou, je sais pas moi, Le Dernier Gladiateur. Tu sais que c'est bien, tu sais que tout le monde en a parlé, tu sais qu'il y a quelque chose à aller voir, tu sais que tu sais qu'il faut pas passer à côté. Bah, c'est intéressant parce que à côté de ça, moi je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ne comprennent pas le fait que moi j'adore aller au cinéma, hein, ça me dérange pas du tout, même voir j'aime bien aller au cinéma solo, tout seul. Ouais. Et il y en a qui ne comprennent pas. Ah mais non, t'es fou toi. Mais c'est extraordinaire d'aller au cinéma tout seul. Ah. Oui, bien sûr. Mais, bon, moi j'ai pas la chance de pouvoir aller trop souvent au cinéma seul. Ouais. Toujours entouré de gratteurs à qui je dois payer des places, tu vois. Si je pouvais me débarrasser d'eux, ils courent plus vite que moi. Sinon j'irais au cinéma très souvent seul. Ma femme, elle y va très souvent au cinéma seule. L'une des plus belles sensations, l'une des plus fortes que j'ai vécues, c'est un dimanche matin, au cinéma, en allant voir. Je rentre dans une salle et je sais pas ce que je vais voir. Ah ouais. Je sais pas ce que je vais voir. Tiens, mais j'avais envie d'aller au cinoche et de me retrouver dans cette salle obscure, tu vois. Et je rentre, je te jure, par hasard. C'était à Odéon, je m'en rappellerai toujours. Je rentre, je m'installe et je sais pas ce que je vais voir. Ouais. Et là, ça, je le conseille à tout le monde. Ouais. De ne pas se laisser prendre par une affiche, un résumé ou un pote qui te raconte. Y aller vierge de tout, même pas du sujet, ni du réel, et encore moins des acteurs. Tu rentres, tu t'installes et tu regardes un truc. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein. C'était La Cité de Dieu. Ouais. Mon frère. En plus, je l'ai pris de la meilleure des manières. Je m'attendais à rien. Et là, j'ai tout pris, quoi. Tu vois, franchement, Fernando Méries qui m'a mis une gifle internationale. D'ailleurs, j'ai tout fait pour tourner avec lui derrière. Et t'as réussi. Et t'as réussi quelques années plus tard. Grâce au fait d'avoir été au cinéma seul, tout seul. Est-ce que le fait justement que le temps passe, que tu as vu des nouvelles générations arriver, des générations que tu as poussées, hein, que tu as aidées, mais est-ce que justement au cinéma, ça t'a fait un peu parfois peur justement? T'es sérieux là?
Je connais la réponse, je sais pas pourquoi j'aurais dû la poser. Je connais la réponse. Non, mais... Non, mais en fait, Omar on a eu Omar Sy la semaine dernière et il a eu les mêmes réactions, mais je sais qu'il y a des acteurs et des actrices qui... Il a la même réaction que moi, Omar. Non, ouais, un peu, ouais. Normal, non, mais tu sais pourquoi? Je sais. Mais parce qu'on se sent pas du tout menacé par quoi que ce soit. Moi, je considère que tout le monde est unique. Je te jure, et c'est sans, tu vois, ni je prends de la hauteur, ni de la distance, ni rien, je le pense du fond du cœur. Tout le monde est unique et tout le monde a son truc à faire et à dire. Tout ça peut être extrêmement harmonieux. Après, s'il y a un mec d'1m67, entre 7 et 75, il y a un mec de ma taille qui arrive avec un bras dans la poche, aussi gosse bokwam, aussi rapide et fluide, avec cette, tu vois, cette vivacité dans le corps, je m'en ferai un duo. Tu vois, j'essaierai de bosser avec lui. Mais en aucun cas, je me sentirais menacé parce que ça fait tellement longtemps qu'on est là, d'abord. Et puis, je te jure, je suis vraiment sincère. J'ai un sentiment que tu peux comparer l'art à l'océan, tu vois, sans faire de parallèle à deux balles. On a tous nos barques, nos bateaux ou nos paquebots. Et pour autant, il y a de la place pour tout le monde. Il y a toujours autant de place, bien sûr. En parlant de ta carrière, j'ai peut-être une idée préconçue. Bon, la vérité, s'il y a un mec qui vient prendre ma place, je le mets dans un coffre. Ouais, c'est ça voilà. que tu voulais que je dise. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Dans un coffre, sous cellophane, et puis je l'enverrai en Moldavie ou dans un pays très lointain. J'appellerai Adam et Paolo pour qu'ils cachent le corps. Bien sûr qu'ils seraient capables de beaucoup t'aider. Bien sûr, les stagiaires là, je peux leur demander n'importe quoi, les pauvres à cet âge-là. Quand tu vois des jeunes qui viennent te voir et qui peuvent te parler, ce que je peux imaginer, et peut-être à tort, hein, mais toujours des mêmes œuvres, de te parler de H, de Mission Cléopâtre et tout ça. Est-ce qu'il y a un moment, c'est pas un peu blasant, ou toi, ça te touche pas, ça? Bah, la chance que j'ai, c'est qu'ils me parlent pas toujours des mêmes œuvres. C'est vrai? Ouais, j'ai la chance extraordinaire de pouvoir, d'avoir touché plein de générations. Je m'en rends compte au fur et à mesure. Là, on présente le film Mercato aujourd'hui, par exemple, et puis il y a des gamins qui étaient dans la salle qui ont vu Pourquoi j'ai pas mangé mon père ou le Marsupilami, tu vois, qui me sautent dessus. Parce que Marsupilami, tu le connais vraiment? Tu vois, évidemment, leur père, il y a le père qui sait pas, qui dit arrête, tu touches pas au mec de H. Tu vois, bon, il y a le père et le fils qui viennent me voir pour des raisons différentes. Ça, c'est extrêmement touchant, tu vois. Et puis, j'ai aussi évidemment des gens plus âgés ou de mon âge ou plus concernés par indigènes parce qu'ils ont le sentiment que on a fait un film important et d'ailleurs il a changé une loi, ce film. J'ai la scène et le Jamel Comedy Club et puis il y a le public du Marrakech du Rire. Non, j'ai le sentiment au contraire d'avoir été tellement dans tous les sens que mon public est très éclectique et multigénérationnel. On ne parle pas. Évidemment, Astérix, ça revient régulièrement, et H, ça revient régulièrement, c'est sûr. Ça passe sur Netflix en ce moment. Mais on ne me pose pas tout le temps les mêmes questions. Bah, alors, par rapport à ça, est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, un rôle, un film, une œuvre dont tu es particulièrement fier et dont tu trouves qu'on t'en parle pas assez? C'est bien ça comme question, waouh. Attends, je vais voir avec mon ego, je reviens dans une seconde. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait dont on ne va pas suffisamment parler? Le truc que je trouvais pas assez bien... un des meilleurs trucs que j'ai fait, comme producteur, comme comédien, je trouve, c'est Inside. Inside Jamel Comedy Club. C'est une des choses les plus fortes socialement qu'on a pu créer ensemble. Et on m'en parle un petit peu, bien sûr, mais c'était relativement... on l'a pas surexposé, ce truc, d'abord. Et c'est devenu culte. Ouais, tu vois, on m'en parle comme ça de temps en temps. C'est vraiment la chose la plus intéressante socialement, politiquement, humoristiquement qu'on ait pu faire, je trouve. Et c'est à une période où où j'ai le sentiment qu'on pouvait absolument beaucoup plus s'exprimer, quoi. On était moins assujettis aux critiques, aux réseaux. Assujettis, les stagiaires, note. Assujettis. Voilà. J'utilise des mots très, très compliqués, autant que que ça serve à quelque chose. Bah ouais, frère, sinon ça... Moi, il y a un film dont on ne parle pas beaucoup, pour le coup, c'est le fait qu'on oublie un peu trop souvent, moi je trouve. Tu as fait un film avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Parlez-moi de la pluie, c'était super. Et ça, c'est quand même un truc où, pareil, ça, dans une carrière, avoir travaillé avec ces deux-là, c'est quand même pas rien. Ah, mais c'est les deux plus forts avec lesquels j'ai pu bosser, je pense. Les deux plus forts humainement, les deux plus forts politiquement, les plus sensés que je connaisse et qui avaient le souci de faire un cinéma chargé de bienveillance et de sollicitude pour le monde. Vraiment, ils se demandaient qu'est-ce qui pouvait toucher les gens, les faire marrer et nous faire avancer tous.
Et ça, j'en ai pas beaucoup croisé des gens comme ça. Et la grande chance, c'est que j'ai été élevé un peu par eux. Donc j'espère avoir gardé aussi ça un peu, faire tout ce qu'on fait, mais avec un peu de conscience et espérer que ça a une résonance pour améliorer le monde, même si c'est un peu, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est ça qui faisait, que ce soit Cuisine et Dépendance, Le goût des autres ou Parlez-moi de la pluie. Regarde, il y a un dénominateur commun là-dedans, c'est l'humanité, et puis c'est brosser un portrait de la société et mettre la lumière sur les traits qui nous dérangent. Tu vois, afin de nous améliorer. C'est ça que tu prends du plaisir à regarder tes défauts et tu kiffes. En parlant de ta carrière et le fait que tu as pu bosser tu avec changes, des noms... j'espère, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète, pardon, excuse-moi. Non, t'as quand même bossé avec des gens gigantesques, on vient d'en parler, tu vois, Merelles, Spike Lee, Chabat, Bakri, Jaoui. Besson, Jeunet, vas-y, envoie. C'est vrai, Jeunet, Besson, il y en a d'autres. Qui, selon toi, t'as peut-être le plus appris sur ton métier, sur ton art? Franchement, tu apprends, si t'es pas con, tu vois, si t'es dans une écoute active, quand tu travailles avec des gens aussi intéressants, aussi pleins que ça, t'apprends tout le temps, de chacun. Il n'y a personne avec qui je suis pas parti. Il n'y a aucun réalisateur, aucune réalisatrice, aucun comédien ou comédienne, même auteur, scénariste, à qui j'ai pas pris quelque chose. Ouais, tous. Et avec plus ou moins de force. La chance que j'ai eue avec Agnès et Jean-Pierre, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec eux, tellement j'étais ami. Tu vois, on était quasiment de la même famille, donc il n'y a pas une semaine où j'étais pas chez eux. J'ai beaucoup appris de là. Un mec comme Luc Besson, par exemple, il m'a fait travailler comme personne. Mais une seule scène. Okay. La seule scène qui pour lui était la plus importante du film, celle où je me regarde dans un miroir et je me dis « je t'aime ». Il me l'a tellement fait bosser qu'il a fini par avoir ce qu'il voulait, cet enfoiré. Tu vois. Mais je me disais, mais pourquoi on ne bosse pas les autres, elles sont tout aussi importantes? Non. Celle-là était pour lui le climax du film, enfin, en tout cas dans sa tête, tu vois. Et j'ai compris pourquoi il s'acharnait, tu vois, en voyant le film. Avant, j'avais l'impression d'être manipulé, tu vois. Je peux te donner plein d'exemples comme ça, tu vois. Rachid Bouchareb, il ne nous a pas du tout dirigé. Il a écrit un film tellement fort, les situations étaient tellement évidentes. Il y a des nazis en face de nous, et il faut les tuer ou se faire tuer. Tu vois, t'es sur Monte Cassino, la montagne elle est comme ça, et si tu réussis pas à tuer les nazis, eh ben on perd l'Europe. Ben, tu vois là, je sais ce que j'ai à faire, tu vois. C'est clair et net. J'ai pas besoin de metteur en scène là, tu vois. Il nous met dans une situation telle que organiquement on est obligé de vivre le truc. Franchement, j'ai appris avec chacun d'entre eux. Là où j'étais le plus bousculé, j'ai envie de te dire presque, c'est par Agnès Jaoui. Parce que elle a dû composer avec le macho qui était à l'intérieur. Tu vois, ouais, il a fallu qu'elle me lisse un peu par endroits parce que j'étais un peu trop brute. Et il a fallu que je force mon écoute pour comprendre pourquoi c'est plus sensible de le jouer comme ça que de le jouer comme ça. C'est avec une femme finalement que ça a été le plus enrichissant. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Mercato, on a interviewé Kalash, qui joue pour la première fois dans un film. Et lui, il nous a dit que tu as eu un peu ce rôle-là avec lui, que tu as passé une soirée entière à le briefer, à lui donner son rôle, à en parler. Lui, une nuit entière, il m'a pas lâché. C'est pas moi qui l'ai... C'est lui, il est venu frapper à ma porte, tac, 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 tac. Il est venu avec sa meuf, Clara. Ils sont assis. Et il m'a dit, vas-y, on taffe. Je dis, sérieux, là, il est 20h, 20h30, on commence demain à 6h. Il me dit, non, on taffe, là. Je dis, mais on taffe, là. Mais ça m'a touché parce que il voulait travailler, il voulait être juste, il voulait pas nous faire perdre une seconde, il voulait être bon. Et c'était important pour lui que cette première apparition, elle soit impactante. Et on a travaillé très longtemps. Franchement, pour cette petite scénette là, mais elle valait le coup parce qu'il a une présence incroyable. Ah ouais. Parce que tu vois, il prend la lumière comme personne. En plus, cet enfoiré, il est beau comme tout. Mais au-delà de ça, il était juste, vraiment juste. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai eu le sentiment là de semer une graine. Bah oui, il a dit hein, que ça y est, il a des envies de cinéma encore plus qu'avant et que tu vois. Putain. Parce que ce qui est cool, c'est que, enfin, moi je l'imagine dans la vraie vie pas du tout comme dans le film. Moi, dans le film, il est violent, méchant, imposant, alors qu'il a l'air d'être extrêmement gentil dans le vrai film. Et il est d'une douceur extraordinaire. Bon, faut pas le chercher, je pense, hein, parce que quand même, tu vois, il vient du bendo. Les ghettos là-haut, ça rigole pas. Mais il est profondément humain, c'est un artiste. Tous les artistes ont une vraie douceur à l'intérieur. Et ça peut être mélangé, mais le fond, il est bon tout le temps.
On parlait tout à l'heure de comment tu regardais des films avec... alors je sais que dans ta famille, il y avait un vidéoclub, que ça t'a permis de regarder pas mal de films. Tu te souviens de tout ça? Bah, Mon oncle avait un vidéoclub à Trappes, ouais. Est-ce que tu avais quand même malgré tout, quand tu as commencé ta carrière, des gens sur lesquels tu pouvais te projeter, des modèles, des gens où tu pouvais, tu vois, qui représentaient quelque chose pour toi? Bien sûr, il y en a eu plein. Je les cite en vrac comme ça, mais ça va d'NTM en passant par Khaled, Papa Wemba. Tu sais, c'est des gens qui venaient dans nos quartiers, qui chantaient, qui faisaient le tour du monde. Et ils venaient, on les a touchés organiquement. Lionel D, Dynasty. Et puis après, Nicolas Nelka, quand il arrive avec son survêtement de l'équipe de France, là vraiment, ça a eu un impact considérable sur moi. Smaïn, okay. Ouais. Tu sais, c'est très con l'exemplarité. C'est quelqu'un qui te ressemble, ou qui parle de toi, ou qui fait écho à ta vie. Et d'un coup, c'est une résonance extrêmement forte chez toi. Et tout dépend de ton énergie, mais soit tu as envie de faire comme lui ou elle, soit ça te booste pour quelque chose. C'est ça aussi la force d'un artiste, je trouve. C'est d'envoyer quelque chose, une lumière, un son, un message qui soit reçu et transformé. Moi, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'artistes et même des gens qui ne sont pas des artistes, qui ont eu un fort impact sur moi. Et ils ont servi d'exemplarité extrêmement forte. Je te dis, je peux ne pas m'arrêter, hein. Tu vois, il y en a eu beaucoup. Ayam, souvent ils sortent du ghetto, souvent ils sont habillés comme nous, tu vois. Eddie Murphy, Richard Pryor, ouais. Najat Attabou. Je connais pas Najat Attabou. Non, j'avoue, je connais pas. Alors Najat Attabou, c'est une chanteuse marocaine. Okay. Elle a été pompée par les Chemical Brothers. Okay. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un Najat Attabou. Eh ouais, mon pote. Ça, les stagiaires, trouvez-moi le son. Trouvez-moi le son sur le truc là. T'as plus de batterie. Tu sers à quoi, frère? Tu l'auras pas ton stage. Il a plus de batterie, laisse tomber. En tout cas, Najat Attabou, c'était une chanteuse marocaine, l'une des premières à chanter, la liberté. Et pour une femme, c'était quand même, dangereux, tout bonnement. Ouais. Elle m'a beaucoup inspiré, cette meuf. Et j'ai eu la chance de tourner avec elle. L'une de mes premières tournées, c'était à Rotterdam, Amsterdam, Bruxelles. J'étais avec Najat Attabou, Naïma Mchafri, Abdelraouf. Tu connais pas Abdelraouf? Non. C'est le De Funès marocain, okay. Abdelraouf. Bref, j'étais inspiré par plein de gens, plein de gens. Bah, ce qui est intéressant avec ce truc de pouvoir donner l'exemple, pouvoir être un modèle, ça va de pair avec un débat qu'on a en ce moment un peu dans le cinéma, que ce soit aux États-Unis ou en France, sur la représentation et le fait de laisser les rôles de certaines minorités à des gens qui viennent de ces minorités-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu comprends, qu'il puisse y avoir un débat autour de ça, que quand on donne un film sur une histoire, je sais pas, avec quelqu'un qui vient du Maghreb, mais qu'elle est jouée par quelqu'un qui ne vient pas du Maghreb, ça peut être gênant? Je trouve ça débile. Pourquoi? C'est débile, c'est pas à sa place. N'importe qui peut jouer n'importe quoi. Si j'y crois, s'il réussit, s'il a la magie dans le corps et dans les yeux et qu'il réussit à me faire croire qu'il est de Shanghai le mec alors qu'il vient d'Abidjan. Bon là c'est compliqué, j'avoue. Mais je veux dire, la force de persuasion, c'est ça qui fait qu'un comédien il est comédien ou non. C'est pas ce qu'il représente physiquement. Si seuls des blancs peuvent jouer des blancs, seuls des noirs peuvent jouer des noirs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ok, ça dépend des sujets, évidemment. Et il faut quand même que ça soit relativement crédible. Moi, je pense qu'on peut en évitant de faire des blackface et des trucs comme ça, quoi. Pardon? En évitant de mettre du maquillage ou d'altérer. Non, mais bien sûr. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, heureusement, je ne me suis jamais cantonné à ce que je ne pouvais pas jouer. Tu vois? Et ce genre de choses, je trouve, bride la machine à rêve. Si seuls les gens qui correspondent au personnage peuvent jouer le personnage, on est cuit. Franchement, il faut que tout le monde puisse s'y essayer, au moins. Et puis c'est celui ou celle qui nous convaincra le plus qu'a le rôle. Khlas. Et il faut que ça soit basé sur aucun caractère morphologique, ni philosophique, encore moins religieux, tu vois. Il faut que ça soit juste une émotion qu'on essaie de viser. Et peu importe comment on y arrive, l'important c'est que tu sois touché, que tu as envie de pleurer ou que tu as envie de rire. Si on rentre là-dedans, on est cuit, autant nous mettre des numéros. Mais ça, c'est un truc qui vient, je pense, du fait que tu as commencé aussi par, alors que ce soit le théâtre avec Steinbeck ou de l'impro, en fait. Sur ce truc de pouvoir jouer. Toi, t'es vraiment... Comment tu sais que j'ai commencé avec Steinbeck? T'es fort, hein? En tout cas, le truc du théâtre, c'est quelque chose qui forge un peu ce côté-là, justement.
Ben, Le fait de évidemment. pouvoir jouer Non, n'importe mais quoi. l'improvisation théâtrale. Moi, j'ai joué une tomate. Cousin. Comment on joue une tomate? Ben, tu te mets en boule comme ça, tu fais tomate. tomate. C'est comme, déjà. Je vais te dire un truc. Tu peux jouer une tomate n'importe comment. Tu peux la jouer en boule, mais tu peux aussi la jouer comme ça, tu vois. Écoutez, moi, je suis une tomate. Et j'ai pas envie de discuter avec vous. Vous comprenez? Vous êtes un oignon. Et on n'est pas dans la même catégorie. Et pour autant, je suis une tomate. Ouais. Je sais pas, tu peux décider d'être une tomate. La première fois que j'ai été pris au théâtre, la première fois que j'ai eu qu'un prof de théâtre m'a porté de la considération, c'était en me faisant renvoyer de cours par hasard. Et je suis avec mon copain Alassane Kébé, il nous demande de descendre. On perturbe son cours, il nous demande de descendre. Alassane, il lui demande de jouer une tomate. Et à moi, il me demande de jouer une vache. Et nous, on est vraiment orgueilleux, on est des petites caïras à l'époque, on veut pas se foutre la honte. En plus, il y avait que des belles meufs, que des gens stylés. C'était la 6e une. Lui, Alassane El Hamar, il a fait tomate. Et ils ont rigolé, ils se sont foutus de sa gueule. Mais moi, je voulais pas qu'on se foute de ma gueule, donc je me suis mis sur une chaise. Et j'ai fait la vache en marchant comme ça, tu sais. J'ai juste fait as. Mâché. J'ai dégagé les mouches qu'il y avait devant mon visage. Et je continue à regarder le train qui passe. Il m'a pris. Il me dit reviens demain. Dans sa tête, il a engagé une vache. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comprends la force? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai décidé d'être une vache là à ce moment-là. Un, pour pas me foutre la honte. Et de deux, pour attirer son attention. Ça a marché. On peut être ce qu'on veut. Et dès lors que tu es convaincu d'être ça, je te jure que ça se transmet, ça marche. Ça fonctionne. Et en dehors de l'impro, le pur théâtre, quand tu avais fait justement Steinbeck ou quoi, est-ce que ce côté théâtral qui va pas du tout avec le cinéma, où c'est vraiment un autre type de jeu, est-ce que c'est quand même des choses dans lesquelles tu vas puiser encore aujourd'hui ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Tu sais, tout ce que tu fais enfant, ou en tout cas, tout ce que tu fais pendant plus de 10 ans, te marque à vie. Et tu vas puiser dans ça toute ta vie. L'improvisation théâtrale, ça m'a servi tout le temps. Ça m'a servi pour trouver du travail, ça m'a servi pour prendre confiance face à n'importe qui, ça m'a servi pour séduire ma femme. Tu vois, j'ai dû faire appel à plein d'artifices, tu vois, pour la séduire. J'ai fait le pan, j'ai fait le truc. Mais aujourd'hui, pour parler à mes enfants encore, ça me parle. Ça me sert l'improvisation théâtrale. Après, j'ai toujours peur de la forme théâtrale comme on l'entend, molièresque. Ouais, voilà. Tu vois, Corneille, Racine, Shakespeare. Ça m'a toujours un peu effrayé le fait d'être figé, tu vois. C'est pour ça que l'impro m'intéressait. Et bizarrement, tiens, c'est marrant que tu dis ça. En ce moment, avec le Jamel Comedy Club, je suis en tournée à travers toute la France. Et on finit par une pièce, à la fin, qui s'intitule La Pièce. On a été dans un magasin de farce à attrape. On a déstructuré un classique, Cyrano de Bergerac. Et on fait ce qu'on veut. Et toi, t'es la princesse, toi, t'es le prince Teubé, toi, t'es le père, comment il m'a appelé, dans l'argent. Voilà, le roi proxénète. Moi, j'ai joué le roi proxénète dans la pièce. On fait ce qu'on veut. Il y a un espace de liberté extraordinaire. Si c'est drôle et que ça passe, on a le droit. On avait dans cette interview il y a quelques jours Jean-Paul Rouve et on lui parlait il nous disait la chance qu'il avait d'avoir pu jouer Jeff Tuch 5 fois. Tu vois, de pouvoir revenir à son personnage, le faire évoluer, le développer, etc. Est-ce que toi, dans ta carrière, il y a des personnages que tu aurais aimé pouvoir faire revivre? J'ai beaucoup aimé Numéro bis. Ouais. Ouais, j'ai kiffé Numéro bis parce que il est dans une urgence et c'est inextricable ce qu'il a à régler. Ouais. C'est trop grand pour lui, ça j'adore. Tu vois, la mission, elle est impossible. Il faut des Gaulois avec une potion magique, sinon je suis mort. Et je te jure, j'ai adoré mon personnage dans Mercato, là, Driss Berzan. J'ai adoré parce que, pareil, il y a une urgence, sauf que celle-là, elle est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus forte, beaucoup plus dangereuse, on va dire. Quoique les Romains, c'est dangereux quand même. mais ouais, ces deux personnages-là, je les ai trouvés incroyables. Et d'ailleurs, à bon entendeur, j'adorerais faire une série de ce Mercato. Ouais, je trouve que le sujet s'y prête vraiment, que on peut pas imaginer que ça soit aussi âpre, violent, tu vois, aussi effréné, aussi dingue que ça, les coulisses de ce sport. Mais il y a des sommes faramineuses, on parle de milliards, donc tout est possible, tu vois. Et ce que j'ai entendu est bien plus ouf, dangereux et violent que ce qu'on a écrit presque, nous, parfois. C'est-à-dire, quand tu étais voir des vrais agents, ouais. tu t'en racontais des anecdotes, c'était souvent pire que la... Ouais. Notre film, il est là, hein, et on a été chercher des vraies histoires.
avec des choses qui se sont vraiment passées. Après, on est au cinéma, on a fictionné, on a lié. Bien sûr. Il y a la lumière, il y a le son, il y a ce truc qui est très... L'urgence. Ouais, qui donne ce sentiment de thriller. Mais oui, il s'est passé des trucs fous dans l'univers du football. Dingue. Aussi loin que je me souvienne, j'ai entendu des histoires formidables sur le terrain, mais en dehors, si tu creuses l'histoire de Maradona à Naples, tu te dis, mais c'est pas vrai. T'entends parler de mafia, t'entends parler de cocaïne, t'entends parler de toutes sortes de choses glauques, cheloues. Et pourtant, le mec, il faisait rêver la terre entière le dimanche sur le terrain. On ne pouvait pas faire le lien entre ça et ce qui se passe dans les coulisses. Et tu ne peux pas faire le lien entre ce mec-là qui a un soleil sur le terrain et qui fait vibrer la terre entière et de voir à quel point il pouvait être triste en coulisses et profondément meurtri par les choix qu'il devait faire dans la vraie vie. Fascinant. D'autant que c'était De Laurentiis, le patron, ça l'est encore aujourd'hui, hein, de Naples. La famille De Laurentiis, qu'on fait tous les films bien sûr. qu'on connaît, c'est le fils de Laurentiis qui a repris, encore aujourd'hui. Et tu vois, il y a le cinéma et le foot sont liés depuis toujours. C'est ouf. En vrai. Ok. Quand je t'avais reçu il y a quelques mois dans le vidéoclub, tu m'avais raconté une anecdote, tu me disais qu'après Amélie Poulain, tu avais reçu plein de propositions de films, des trucs que tu as refusés. De manière générale, si tu réfléchis un peu à ta carrière, est-ce qu'il y a un rôle que tu regrettes d'avoir refusé? Non. Mais je regrette certains chèques. Je t'avoue. Normal. Je me dis, ouais, parce que c'était ça le plus chelou en vérité. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont venus, ils n'avaient pas de scénario, ils avaient un chèque. Ils m'ont dit, on n'a pas de scénario, mais est-ce que tu veux bien lire ce chèque? Et j'ai dit, putain, t'es long à lire ce chèque, je t'avoue. Vu la chance incroyable que j'ai de faire ce métier, de pouvoir choisir, et vu la confiance que me font plein de gens, j'ai envie de faire comme les acteurs et les actrices que j'admire le plus, c'est-à-dire tracer ma carrière en fonction des choix que je fais. Et c'est Robert De Niro que j'ai entendu dire ça un jour, il disait le talent passe par les choix. Le choix de ne pas faire une merde, tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est très commercial et que ça va faire des millions d'entrées ou des millions de vues ou de trucs. C'est sûr et certain, c'est mathématique maintenant, aujourd'hui, tu vois. Tu peux pas te tromper. Si tu le fais, tu auras ce genre de public devant toi qui va relativement aimer. Ça m'est impossible parce que j'aurais l'impression et de me mentir et de mentir. Je pourrais jamais faire ça pour de l'oseille ou pour les mauvaises raisons. Il faut absolument que je sois entraîné par un sujet, un propos, une sensation au moins. Au moins une sensation. Il y en a qui te diraient que l'important c'est d'être riche, de se faire kiffer, d'être vu, d'être présent, l'amour du public. C'est un métier qui est tellement beau acteur qu'au final on peut tout faire et que c'est ça justement, même des films qu'on trouve un peu en ça. Enfin, on peut pas faire. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une carrière où on est fier de 100% de tout ce qu'on a fait? Non, évidemment, parce que de toute façon ça t'appartient plus à un moment. Tu joues devant un metteur en scène ou une réalisatrice. Après elle part avec cette matière et elle en fait ce qu'elle veut. Ouais. Elle va la monter, elle va la truquer, elle va la traquer, et puis après elle va le présenter. Et toi, tu seras forcément frustré, déçu, parce que c'est pas ça que c'est pas seulement ça que tu as fait. Et je l'aurais pas fait comme ça, moi. Il y a toujours. Pour ça que les acteurs et les actrices détestent se voir, parce qu'ils voient bien les défauts. D'abord, se regarder en grand comme ça, la lumière, c'est chelou. Mais c'est vrai, hein, chelou. C'est insupportable, c'est dur. Moi, je peux pas. Tu regardes jamais des films? Ah, c'est dur, c'est dur. Je vois que mon nez. Je me dis, putain, il est gros ce nez. Et après, je vois que mes yeux, ils sont pas bien placés. Je vois que c'est pas cette attention, c'est pas la bonne intonation. Putain, il a pas pris la bonne prise. La bonne prise la plus juste, c'est celle d'après. Pourquoi il a pas pris celle d'après? Mais il pouvait pas prendre celle d'après. Pour des raisons techniques, il y avait le mec derrière toi qui faisait ça, ou la lumière était pas bonne, ou bon, et ben ça t'appartient plus du tout. Ça t'appartient plus. Donc franchement, je sais qu'on peut pas faire une carrière qu'autre chose dont on est extrêmement fier, mais on peut faire une carrière avec des choses dont on est avec des choses avec lesquelles on est complètement en phase. Je peux me dresser devant des gens et puis je vais pas dérouler, je vais pas faire semblant. Tu sais, les interviews comme celle-là, elles trompent pas quand on a fait un truc dont on n'est pas fier et dont on connaît le niveau. Tu vois, je sais pas, on cherche, on dévie, ça va toi, bien ton pull. Tu vois, on cherche toutes sortes de prétextes pour on n'est pas à l'aise et vous êtes les premiers à le voir en plus, tu vois. Bien sûr. Moi, je fais en sorte de faire des choses dont je suis fier.
avec plus ou moins de force, hein. Je dis pas que tout rentre en lucarne, mais je suis obligé d'être en phase avec ce que je fais. Je suis obligé de trouver ça suffisamment fort, costaud, ou en tout cas intéressant pour le présenter et le défendre. Juste, tu disais que tu détestais te voir et voir les œuvres dans lesquelles tu joues. Ouais, ce serait quoi au final l'œuvre dans laquelle tu as joué que tu as le plus vu? J'ai envie de te dire Astérix. J'ai envie de te dire Astérix parce que ça repasse tous les ans. Et tu le regardes? Tous les ans. Non, un peu, mais ils sont tous devant. Ils sont devant, c'est pas comme si, tu vois, je m'arrête parce qu'ils sont devant et puis je suis obligé de t'aimer avec eux. Et ils sont là à se foutre de ma gueule ou à rire de ce qui... Enfin, ouais, Astérix. Et d'ailleurs, ça me touche beaucoup, je t'avoue, parce que ça veut dire qu'il y a plein de familles qui se retrouvent devant la télévision à ce moment-là et qu'il y a un dimanche dans l'année où on va revenir, on va revenir pour présenter ce film. Ouais, Astérix, j'ai envie de te dire. Ouais, parce que tout le monde s'en est appareil. Mais sinon, la vérité, dès que j'ai moyen de m'esquiver, je m'esquive. Je comprends. Jamel, j'aurais une dernière question. Alors, elle n'est pas rattachée au cinéma, mais t'en fais ce que tu veux. C'est Omar Sy qui, la semaine dernière, nous l'a demandé, et il nous a demandé qu'on la pose à chaque fois maintenant. Ce serait quoi ta pizza? Celle qui te représente, celle qui est toi. En fait, il est persuadé, Omar Sy, que ce que tu choisis comme pizza définit un peu qui tu es. Attends, excusez-moi. C'est Omar Sy Je te jure. qui impose cette question? Je te jure. Et pour lui, ce que tu mets dans la pizza définit la personne que tu es? Lui, il me dit, moi, je prends une pizza quand j'étais petit, elle s'appelait, en bas de chez moi, il y avait une pizzeria, et elle s'appelait la Campione. Ça veut dire que je suis un champion, tu vois. Moi, j'ai pris la Regina. Parce que je suis une reine. Tu sais, je te jure, je me sens reine au fond de moi-même. J'ai raté de mer, je sais pas. J'ai toujours pris la Regina. Il y a quoi dans la Regina? Jambon. Quoi? Merde, alors pas la Regina sans porc. Une Regina halal. Moi, j'ai toujours pris la Regina halal. Je ferai cette réponse, hein, parce que franchement, je mange pas de pizza. Je mange pas de pizza. Regarde. Hop, svelte, mon pote. C'est vrai. Il n'y a pas de gluten dans ce corps. Il n'y a pas d'amidon. T'as compris ou pas? Non, en plus, j'adore les pizzas. Et tu sais quoi? Alors, je sais pas ce que... C'est pas mal, je vais y répondre. Tu sais ce que je prends comme pizza? Ouais. Margarita merguez. Ok. C'est fou, ça. Genre basique, mais avec un petit truc en plus. Ouais, je crois qu'il a raison, Omar. Margarita merguez. Ok. Un peu d'origan. Omar, il aurait pu être prof de philo. Ah, même que c'est vrai. Il aurait pu être prof de philo. Ou climatiseur. Merci beaucoup, Jamel. Colmini!